Nous allons maintenant parler du roman du dernier écrivain qui a joué un rôle considérable pour Céline, auprès de Céline, pour encourager Céline, qui était Roger Nimier. Et pour nous parler de Roger Nimier, Marc Dambre, qui est non seulement professeur émérite à la Sorbonne, mais également le président des études de Nimier, et surtout qui prépare actuellement un volumineux cahier de Lerne consacré à Roger Nimier, que nous avons hâte de voir sortir. Donc, je laisse la parole à Marc Dambre pour nous parler de Roger Nimier. Je peux voir dans ce verre-là, il n'y a pas de poisson. Non, celui-là, non. D'accord. Oui, alors, quelques mots avant d'entamer ce bref aperçu. Le sujet est effectivement assez vaste, il faut bien le dire, et donc je vais être obligé de faire des choix assez drastiques et je vais être obligé d'être un peu superficiel, mais au moins j'espère soulever quelques questions intéressantes. Alors je n'aborderai pas la question des rapports avec Marcel Aimé, il y avait un véritable triangle entre Marcel Aimé, Céline et Nimier. Bon, un livre a été écrit, un très bon livre de Paul Vendôme, et donc on peut s'y reporter. Je vais essayer de me fonder essentiellement sur l'enquête que j'ai pu faire évidemment sur le parcours de Nimier, mais aussi sur la Pléiade des lettres, qui est un instrument indispensable, fort intéressant, et puis aussi les différents écrits de Nimier, de ces différents articles concernant l'œuvre de Nimier, l'œuvre de Céline, non pas en prétendant faire une sorte d'étude approfondie, une sorte de Nimier lecteur de Céline, parce que je n'en ai pas le temps. Donc je vais simplement proposer quelques points, 5 points essentiellement. Multiplié par 3 minutes, ça va faire le compte. D'abord, je vais essayer de montrer comment une relation d'abord improbable se transforme en véritable familiarité, presque familiale. Ça, donc, sur toute la période. Dans un deuxième temps, j'essaierai de montrer comment, de 49 à 52, Nimier a une image un peu brouillée de Céline. Il y a plusieurs faces, 3 faces, je dirais, de Céline, puisque je dois faire Céline vue par Nimier, n'est-ce pas ? Dans un troisième point, j'aborderai la période suivante, c'est-à-dire davantage Céline en tant que maître. Ça commence dès 49, mais ça s'accentue en 53, 55, etc. C'est-à-dire pendant la période du silence. Il y a d'ailleurs une relation qui pourrait être établie entre le silence romanesque de Nimier qui commence en 53 et puis l'espèce d'ascendant que Céline exerce, puisque Céline, pour Nimier, c'est en somme la figure vivante de ce que doit être l'ambition en littérature. C'est ce qu'il écrira d'ailleurs encore en 1962, après la mort de Céline. Mon 4e point rappellera très rapidement les campagnes de Nimier en faveur de Céline. Et enfin, dans un 5e point, j'essaierai d'évoquer l'éditeur au quotidien, l'amitié au quotidien, donc la période 57-61. L'histoire se déroule en quelque sorte entre une dédicace et puis une photo, celle de l'enterrement de Céline à Meudon. La dédicace, c'est celle des épées que Nimier envoie à Céline au Danemark. Et voici cette dédicace. Au maréchal des logis Détouche, qui paie aujourd'hui 30 ans de génie et de liberté, respectueusement, le cavalier de 2e classe, Roger Nimier. Et la photo que l'on connaît bien avec Marcel Aimé, Roger Nimier et Claude Gallimard à Meudon. Et c'est entre ces 2 bornes que se situe véritablement le propos. Vraiment entre ces 2 bornes, parce que
d'abord, la rencontre est vraiment improbable entre Nimier et Céline. Je ne parle pas de la rencontre de Céline et de Nimier, bien entendu, puisqu'il y a quand même une différence de génération, de notoriété. Nimier est un inconnu absolu jusqu'à l'automne 48, et ensuite ça va très vite, mais il est un inconnu pour Céline. Alors pourquoi rencontre improbable? Parce que Nimier, sous l'occupation, opte très rapidement pour De Gaulle, et très nettement contre Vichy, et donc tout ce qui est collaboration ne lui convient pas du tout. Et donc, par exemple, dans les lettres qui sont relativement nombreuses, il n'y a pas de référence jamais à Céline. Après la libération, les choses changent, puisque Nimier est scandalisé par ce que devient la résistance, ce que devient l'image de la France avec l'espèce d'unanimité qui s'est créée à partir d'images qu'il juge fausses et qui couvrent ce qu'il considère comme une guerre civile larvée où on change les victimes, mais de nouveau on remet tous les gens en prison. Et c'est à partir de ce moment-là que Nimier bascule de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il considère que effectivement, Brasillac, Céline, tous ces gens-là, eh bien, ce sont les véritables écrivains au secours desquels il doit aller. Ce sont pour lui d'abord des hommes, des écrivains certes, mais des hommes. Je dis bien cela parce qu'il y a ambiguïté sur les relations de Nimier avec ses aînés. Il est évident, par exemple, que Nimier a une relation assez proche avec Chardonne, mais il n'a aucune admiration littéraire jusqu'au moment où il rencontre Chardonne et où il a à peu près lui-même écrit toute son œuvre. Donc il y a des effets de perspective qui faussent en fait le jugement. Et c'est à peu près le même cas pour Céline, curieusement. Donc on part en fait de très loin. Quel est l'écrivain important pour Nimier en 45, 47, 49? C'est Bernanos. Pourquoi? Parce que Bernanos a choisi effectivement la résistance. C'est vrai qu'il était à l'étranger, mais il était déjà à l'étranger en 38, donc bon, il a choisi, il est monarchiste, il est de culture d'action française, et donc toutes les affinités sont là, et Nimier, tout jeune, il n'a publié aucun livre, rencontre Bernanos 2 ans avant la mort de cet écrivain. Et donc, il n'y a pas apparemment de traces d'intérêt pour Céline jusqu'à cet envoi au Danemark des épées et d'une lettre pour porter secours à celui qui est exilé. Pas de traces apparentes, mais dans la réalité de la genèse des livres, il y a quelque chose de plus secret, à savoir que dans Le Hussard bleu et les épées qui s'écrivent en 47 et 48, il est évident qu'à ce moment-là, Nimier a lu Céline et qu'il y a eu un choc. Donc voilà un peu comment situer très rapidement le paysage pour définir cette rencontre comme initialement improbable et puis ensuite en quelque sorte nécessaire, à la fois sur le plan de l'écriture, par rapport aux épées et aux hussards bleus, et sur le plan humain, puisque Céline fait partie des victimes. Et donc, Nimier écrit à Marcel Aimé en disant « je veux l'adresse de Céline parce que je veux lui envoyer un colis, etc. » Alors Marcel Aimé lui répond « pas de colis, un peu de chaleur qui lui viennent de France et les épées. » Et donc apparemment, il y a une première lettre de Nimier, et puis séparément, apparemment, les épées, puisqu'il y a 2 lettres à ce moment-là de Céline à Nimier, le 12 février et le 25 ou 27 février 49. Alors, dans la lettre du 12 février 49, Céline dit « Voilà qui est bien aimable, mais comment agir sans me nuire, c'est difficile, impossible, tout est comédie tragique en ce monde, et j'ai le rôle de bouc qui pue. » Et puis là, on a les formules céliniennes, et Céline s'emballe et écrit vraiment à cet inconnu comme si la vitre était brisée.
Bon, et quand il reçoit évidemment la dédicace des épées, là, le ton change en partie, évidemment, puisqu'il est d'une certaine manière touché, mais il fait l'équivalence entre génie et liberté et connerie. C'est toute ma connerie, un peu évidemment pour secouer le bon jeune homme, d'une certaine manière, qu'il perçoit en Nimier, en dépit des épées. C'est-à-dire un écrivain débutant qui est bien sympathique, mais qui est peut-être pas tout à fait dans la réalité. Alors je reviendrai sur le jugement de Céline sur les épées dans un autre point, et je ne veux pas mélanger les choses. Et donc, ce point de départ qui est la solidarité de Nimier avec quelqu'un qui est exilé, qui est pauvre, qui a des difficultés matérielles, cette solidarité va rester pendant toute leur relation. Je crois que les témoignages concordent de ce point de vue-là, et Nimier, qui n'était pas quelqu'un qui était très bavard à propos des choses qu'il faisait, qui était, je crois, quelqu'un de profondément généreux et qui donc ne parlait pas de sa générosité, eh bien on la voit par exemple dans des lettres à Chardonne, dans une lettre à Chardonne où il invente une espèce de petite manœuvre, une petite manœuvre amicale secrète. La voici, c'est en juillet 52, c'est-à-dire au moment de la publication de Féerie pour une autre fois. Alors c'est une lettre du 27 juillet de Nimier. Vous devriez conseiller perfidement est entre parenthèses, vous devriez conseiller perfidement à Marcel Arlan de faire un article dans Art sur Céline. Céline a été très malheureux, prison prolongée, maladie, etc. Et ce sont des raisons qui toucheront Arlan, d'autant qu'il admire l'écrivain. Et donc je pense qu'on pourrait trouver dans les lettres de Nimier très fréquemment des formules de ce genre-là. Et concrètement, par exemple encore en 1955, alors que Nimier n'est pas l'éditeur de Céline, manifestement il lui fait de beaux cadeaux. Alors on voit dans la Pléiade, par exemple, une lettre de Céline du 2 juillet 1955. « En attendant, vous me comblez de dons, de vestiments si précieux qu'ainsi paraît, je n'oserais faire 3 pas sur le boulevard, il y aurait ruée d'admiration, je finirai encore à Fresnes, puis se compare à Farouk, etc., en disant que le cadeau est vraiment trop beau. » Autre exemple, c'est quelques mois plus tard, le 2 janvier 1956, manifestement, il y a eu des cadeaux, cette fois non pas vestimentaires, mais alimentaires, ce sont les étrennes, mais quand même. Bassement pensant et baffrant, nous avons à peine le temps de jeter un regard à la tour Eiffel, tout occupés de confitures et de chocolat que nous sommes. Plus matérialistes, on ne peut pas trouver, reconnaissant quand même, hein, vachement. Alors, la proximité de Céline, et de Lucette également, de Lucette des Touches, avec les Nimier, va donc s'accentuer. Et par exemple, Nadine Nimier, donc la femme de Roger Nimier, va prendre des leçons de danse comme d'autres dames de la société littéraire ou artistique. Donc ça renforce les liens, bien entendu. Et puis aussi, Marie Nimier, l'écrivain que l'on connaît aujourd'hui, Marie Nimier va naître et Nimier l'annonce bien à l'avance. Et puis Céline lui répond, donc c'est le 20 avril et Marie Nimier est née fin août, donc c'est loin. Céline écrit « Je veux être parrain du 4e ». Et c'est une idée qui lui reste dans la tête puisque cette fois en septembre, quand Marie est née, il écrit « Je suis fin prêt pour votre 4e. Nadine aussi, j'espère. » Donc, vous voyez que là, on peut parler de familiarité quasi familiale. On est parti d'une rencontre improbable à une véritable relation de véritable proximité. Deuxième point, donc, c'est l'écrivain Céline, les 3 faces que je crois trouver dans les 3 ou 4 premières années, c'est-à-dire 49-52. Il y a d'une part l'écrivain discrédité, d'autre part un homme injuste dans son entêtement,
et enfin un modèle littéraire. Alors ça ne va pas tout à fait ensemble apparemment, et pourtant c'est comme ça que ça se passe. On verra aussi que Céline réagira. Alors, dans le côté l'homme injuste, c'est évidemment la question de l'antisémitisme qui se pose immédiatement, et dans Journée de lecture, on connaît le passage. On ne prétend pas qu'il soit responsable des camps, il n'a rien inventé, il a exprimé des passions qui menaient au camp. C'est très précis. Puis ensuite, on aurait aimé qu'il oubliât moins ses prédécesseurs dans la misère et qu'il reconnût comment la hargne antisémite des petits bourgeois français devint monstrueuse entre des mains allemandes, parfois entre des mains françaises. Là, il y a évidemment une absence, disons, de pitié, de sympathie, de conscience, qui est ici, on peut le dire, dénoncée. Hein. Alors, Nimier formule aussitôt l'hypothèse de la fierté de Céline. Et on voit, il y a un retournement dans les deux phrases qui suivent. On voit qu'il est en train de vraiment essayer de trouver une pesée. Donc, il ne l'a pas fait, hein, et qu'il reconnut comment la hargne antisémite, il ne l'a pas fait, et il est possible que ce soit par fierté plutôt que par inconscience. Hypothèse. Et enfin, il n'a pas cherché à obtenir sa grâce en confessant ses erreurs. Et là, c'est toujours le point que Nimier retient, les gens qui ne retournent pas leur veste ou qui ne cherchent pas à, par calcul, à se rendre aimables dans une espèce d'hypocrisie possible. Et la journée de lecture est très claire, donc c'est un texte de 52-53. Encore une fois, il est très naturel de ne pas aimer Céline, lui non plus n'aime pas tout le monde. Le diable et le bon Dieu se disputent très fort à son sujet. La journée de lecture est évidemment très positive, je n'entre pas dans le détail de l'analyse, mais on verra que Céline n'est pas d'accord avec l'analyse. C'est ça qui est intéressant, c'est ça que je vais soulever, plutôt que de dire bon, la justesse de telle ou telle chose. Donc voilà pour le premier point, l'homme qui s'entête et que Nimier n'accepte pas. C'est la même chose à propos de Maurras, d'ailleurs, il a la même position. Deuxième point, c'est évidemment le fait que cela n'empêche pas Nimier de voir en Céline un écrivain injustement mis à l'écart, et donc là, il y a par exemple le fait qu'il proteste en effet contre Sartre, accusant Céline d'avoir été payée par les nazis. Hein, évidemment, il le marque dès 1949. Dès début 1950, il demande à Mauriac l'autorisation de parler de Céline dans la table ronde, ce qu'il obtient. Il y a un échange de lettres. Hein. Mauriac lui répond je vous autorise à aimer Céline à condition que vous m'aimiez aussi. Ce qui est assez amusant. Et donc, si vous voulez, tout le travail de sape que Nimier entreprend, on ne peut pas le détailler, mais il est évident qu'il est derrière beaucoup d'initiatives qui ont lieu à ce moment-là. Par exemple, il connaît très bien André Parinaud, l'interview de La Parisienne. Je pense qu'il y a là également quelque chose. Bon, alors, à ce moment-là, allons plus vite, à ce moment-là, Céline n'en est pas moins un modèle littéraire pour Nimier. Hein, donc c'est assez complexe. C'est pas, en effet, alors qu'il arrête d'écrire donc à 25-26 ans, dans les derniers textes qu'il écrit où il donne une théorie de la littérature, Céline représente un enjeu tout à fait considérable, un repère, que ce soit dans Les Enfants tristes, dans une lettre sur la nouvelle littérature, ou bien dans Opéra, où il écrit « Existe-t-il une nouvelle littérature ?» Alors par exemple, dans « Existe-t-il une nouvelle littérature ?» 10 octobre 51, donc il s'en prend, lui, Nimier, à la mode des confessions, de l'obscénité, etc. La jactance, le désir de scandaliser, gâcher la description et surtout l'émotion de la description. Je crois que c'est important par rapport à Céline. D'autre part, ces excès n'avaient rien d'excessif, il parle de la littérature d'après-guerre, ils paraissaient tels parce qu'ils étaient accumulés dans un seul livre, sans une variation de ton.
Céline aurait pu servir d'exemple, chez qui le lyrisme, parfois la préciosité, viennent relayer l'obscénité. Bon, ça, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est le dialogue entre, justement, la tentation du dandysme, du détachement, Larbaud, pour être très... l'étude, le repli sur les livres, etc. Larbaud, et à l'opposé, Céline. Alors, je lis rapidement. Le temps des spécialistes est fini. Il faut de toute urgence présenter le grand Maune au héros de Malraux. S'il s'arrive à s'entendre, le roman moderne est créé. Il est imbécile de laisser la mystique aux uns, la brutalité aux autres, l'ironie au troisième. Il suffira de gagner les extrêmes, aller de Céline à Valérie Larbaud. C'est un exemple donc de ces repères. Alors voilà pour mon deuxième point, je vois que ça me demande pas mal de développement. Sur l'antisémitisme, il y a d'ailleurs une lettre très intéressante de Céline où il répond à Nimier, cette fois le 19 janvier 1955, ce qui veut dire qu'ils ont vraiment parlé de ce sujet-là de très près. Alors, c'est une lettre assez enthousiaste. À ce moment-là, déjà, les liens se sont resserrés. Et alors, quant à l'antisémitisme, je voulais vous répondre. Je ne suis pas non plus antisémite, je suis pro-français. Je me suis lancé, et à tout à fait gratuitement, dans cette folle aventure, dans l'espoir d'épargner aux Français une nouvelle guerre. On m'en a fait crever d'avoir sonné la cloche. Soit. C'était idiot, j'en conviens. Donc, voilà. Alors, le troisième point que je voulais développer rapidement, Céline Lemaître. Alors, en 1949, évidemment, quand Nimier envoie les épées, il envoie avec l'espoir d'une certaine reconnaissance, ce qui est assez paradoxal chez un écrivain qui voudrait s'imposer, puisque chercher une reconnaissance de la part, évidemment, d'un maudit, ce n'est pas normalement très productif. Donc, la stratégie là, la part de stratégie n'est pas forcément tout à fait importante. Je pense qu'il y a là une véritable admiration littéraire de Nimier, qu'il serait trop long d'analyser, mais je renvoie au livre de Paul Vendôme, qui fait très bien voir comment ce n'est pas simplement les quelques pastiches céliniens du Hussard bleu, dans le personnage de Casse-Pompon, par exemple, qui est un peu un mélange de Marcel Aimé et Céline, dans le style. Ce n'est pas là qu'est la véritable influence de Céline sur Nimier, c'est bien dans la création même du personnage de Sanders, qui refuse le temps, l'histoire, et qui endosse justement ce que Joyce appelait le cauchemar de l'histoire, en traversant les idéologies, en mettant la main vraiment dans le mal, en ayant du sang sur les mains, etc. Donc, Céline Lemaître. Alors, Céline, au début, en fait, est assez critique à propos de ce que fait Nimier. Pour les épées, en dépit de l'aide que Nimier propose, il trouve que les épées, ça ne marche pas bien, parce que, justement, la référence, c'est la danse. Et le personnage féminin, Céline ne le trouve pas réussi. Alors il écrit « Je vous vois là, cafouiller autour d'une dimension qui vous échappe. Vous loupez. Là, le cynisme, bon enfant, vous dévoie. Et pourtant, vous avez le sens du muscle. Tout espoir n'est donc pas perdu. » Donc, bon, après tout, c'est un premier roman, et recevoir une telle lettre de Céline, c'est plus qu'un succès. Je pense que c'est déjà pas mal. Mais ça va mal parce que je pense, et la note de l'édition de la Pléiade dit que c'est perfide que Céline a reçu, c'est-à-dire un roman de 1950 que Nimier a écrit en 8 jours parce que le manuscrit du Hussard bleu s'était perdu dans les couloirs chez Gallimard. Ce n'est pas une anecdote, il y a vraiment des faits. Et donc là, Céline vraiment est assez négatif. C'est du labeur, c'est terrible de travail et c'est réussi. C'est vraiment de l'antiphrase. Je n'ai malheureusement pas votre subtilité proustienne. Je ne vous suis plus dans l'analyse. En médecine, j'en suis féru, pas en lettres. Enfin bon, il y a véritablement. Bon. En revanche, quand Nimier envoie le Hussard bleu, cette fois donc en octobre 50, là, il y a 2 lettres qui sont très
favorables. Elles ont été publiées, donc je ne les cite pas, ce serait trop long. Et surtout, l'estime de Céline pour l'écrivain Nimier apparaît dans une lettre à Albert Parras, puisque là, il ne s'adresse pas à son correspondant. Le 14 février 1951, c'est une lettre de Céline à Parras. Les écrivains français renient la langue française, ils préfèrent la langue française en traduction, soit le français mort. J'accepte Nimier, qui écrit, lui, en français direct vivant, pas en français de traduction, raplati mort. Évidemment, c'est tout à fait remarquable. Alors, en revanche, pour ce qui est de la critique, Céline trouve que Nimier ne le situe pas très bien. On sait que les rapports de Céline avec la critique ne sont pas bons, puisque tous les critiques sont idiots. Donc, et là, ce que Céline souligne dans l'article du maréchal des logis Céline, dans Carrefour, c'est le terme oratoire qui lui reste un peu en travers de la gorge manifestement. Vous me dites oratoire, je veux bien, mais ce n'est pas ça. Et c'est souligné, le oratoire, mais ce n'est pas ça. Et après la signature, Céline ajoute « Lu tout haut, mes textes sont franchement hideux, grotesques d'emphase. Vive Bossuet alors. C'est le rendu émotif interne auquel je m'efforce. Un tout autre travail. » Et donc on va voir que Nimier va continuer d'avoir sa lecture de Céline, parce que je crois qu'un écrivain, par rapport à un autre écrivain, même dans l'admiration, pratique toujours une espèce d'appropriation, parce que Nimier, même silencieux, reste dans le fond un écrivain. Alors on va voir qu'il va faire la place à cette émotion dans les textes qu'il écrit sur Céline, mais par exemple dans sa conclusion de l'article consacré à Nord en 1960, ce n'est pas tout à fait l'émotion, là non plus, qui va apparaître, mais bien plus le style. Enfin, Céline vint, qui tortura les phrases pour leur faire pousser de beaux cris, mais, et le prestige du voyage au bout de la nuit tient à cet aspect mêlé, il prit une habitude, celle de se livrer désespérément, entre tout dire, qui justifie la confession, et retenir le plus possible, qui explique le style. Il partait pour un voyage plus grand encore, la chronique terrible de notre temps, avec un air de chanson, tout au loin, tout au fond des mots, MAUX. Donc il y a là évidemment quelque chose de vrai, je pense que les Céliniens peuvent y voir quand même un superbe hommage, il y a une réalité, mais on sent bien que c'est l'écrivain Nimier aussi qui, à ce moment-là, est en train de se remettre à écrire, et qui écrit comme ça, c'est-à-dire entre tout dire et retenir le plus possible. On voit la part là. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du maître, mon troisième point. Alors mes deux derniers points vont être traités très rapidement. Le quatrième, donc sur les campagnes, je crois qu'on est assez bien renseigné et qu'il n'est pas très utile d'y revenir. Je rappelle simplement, dans les dernières années, avant même qu'il soit chez Gallimard, son article sur Louis-Ferdinand Céline, dénonciateur du roman, à propos des entretiens avec le professeur Y. Son rôle est beaucoup plus lointain que celui d'un maître, toujours obligé de se justifier, d'enseigner à ses disciples les mérites du demi-tour droite qui mène à l'Académie et du demi-tour gauche qui conduit au prix Nobel. Et ça se termine par un classique, la littérature française est servie. Donc là, il y a... Et le ton de la correspondance de Céline, évidemment, devient également différent. Alors, il y a le fameux article des Nouvelles littéraires, donner à Céline le prix Nobel, qui se termine par notre anti-Schweitzer, qui est pas mal trouvé, qui inspire, je crois, encore aujourd'hui des romanciers contemporains, où il y a une influence très précise de l'influence littéraire de Céline, où il désigne des disciples, etc. Et d'autre part, il démontre là aussi comment Céline est un classique, précisément parce qu'il a une esthétique révolutionnaire. Alors, d'un château l'autre, la campagne de l'Express, etc., il faut se rappeler quand même que Nimier est derrière tout ça, et que Gallimard, c'est en fait Roger Nimier. Et de ce point de vue-là, Henri Godard dit les choses assez clairement. Du côté de chez Gallimard, je cite sa préface de la Pléiade des Lettres,
Du côté de chez Gallimard, tout sera réglé le jour où l'interlocuteur de Céline deviendra Roger Nimier, qui possède le quadruple avantage d'être son admirateur, d'être lui-même un écrivain, d'entrer dans le jeu des piques dirigés contre le directeur de la maison, et pour finir, d'être quelqu'un avec qui l'on peut parler du corps féminin, comme Céline aime le faire. Donc là, on voit très bien comment il y a... Nimier avait à ce moment-là beaucoup d'atouts pour véritablement relancer Céline, ce qui correspond à l'étude de réception critique que l'on a fait ce matin, je pense. Je pense qu'effectivement, d'un château l'autre a été un nouveau départ pour la reconnaissance de Céline. Et outre les manœuvres secrètes, toutes les tactiques que Nimier a employées et qu'on ne savait pas à l'époque, il a quand même aussi écrit une plaquette Céline au catéchisme, plaquette qui a été publiée dans la NRF, texte qui a été publié dans Art. Donc il y avait véritablement la volonté de se faire le propagandiste carrément de Céline et de son retour. Alors, quelques mots pour l'ami au quotidien et l'éditeur au quotidien. Je pense que Nimier a essayé d'être le meilleur possible face à Céline qui était un infatigable demandeur, parce que Céline s'excusait lui-même d'être vraiment le crampon, il s'appelle lui-même le crampon, donc je crois que Céline pouvait apprécier le fait que Nimier cherche à le faire connaître par tous les moyens. Par exemple, pour le cinéma, en 1955, avant même que Nimier soit chez Gallimard, Céline envoie quelqu'un chez lui pour voyage, pour transposer voyage au cinéma. C'est la lettre du 2 juillet. Donc on demande conseil à Nimier. Et puis le 22 novembre 60, c'est-à-dire bien après, il est pour que ce soit Louis Malle qui adapte Voyage, puisque Ascenseur pour l'échafaud a été fait entre Malle et Nimier quelques années auparavant. Et voici ce qu'il dit: l'avantage serait double. A, c'est un excellent metteur en scène. B, il a une société de production qui a fait jusqu'ici de très bonnes affaires. Donc on voit qu'il n'est pas dans les nuages, il est vraiment au service concret. Et on pourrait dire la même chose d'autres aspects. Voilà, je suis désolé de d'écourter. Peut-être 4 points de conclusion très rapides. Alors, je pense que premièrement, cette rencontre, c'est essentiellement une rencontre entre deux hommes qui étaient essentiellement des hommes libres et en même temps épris d'ordre, avec cette contradiction, cette position paradoxale. En même temps, un côté bagarreur chez les deux. Nimier écrit un moment, il faut être bagarreur pour le comprendre. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, Céline est une figure de l'écrivain. Pour Nimier, c'est un peu l'anti-Mauriac. C'est aussi l'anti-Sartre, c'est-à-dire un écrivain qui est retranché dans la solitude et dans la maladie et qui n'a plus que l'écriture pour exister. Et d'une certaine manière, c'est l'état dans lequel Nimier se rêve vieillissant. Il y a d'autres témoignages. Et à ce propos, d'ailleurs, en 1962, quand il écrit ce bel article sur Joyce, il dit « La littérature actuelle, qu'elle soit américaine, anglaise ou française, a 3 dieux, Proust, Céline et Joyce ». Donc, après la mort de Céline, évidemment, ça ne change rien à l'opinion de Nimier. Troisième point, qu'est-ce que Nimier voit essentiellement dans l'œuvre de Céline? C'est l'ambition épique, et c'est le sujet essentiel pour lui, c'est-à-dire ce que j'ai déjà cité Joyce tout à l'heure, le cauchemar de l'histoire. C'est pour ça que la trilogie, là, il était parfaitement en phase avec cela. Et quatrième point, cette définition de la littérature, c'est celle qu'il trouve à propos de Céline, c'est en fait la sienne, c'est-à-dire le passage que j'ai lu de Nord, entre tout dire et tout retenir, la force d'un style. Je vous remercie.